Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Mon nom est Dominique, vous êtes sur la chaîne Facing Europa Corp. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de plaisir et du principe de réalité. Alors, au travers de quoi? Eh bien, au travers des contes, contes et légendes ou dessins animés, voilà, qu'on peut retrouver d'ailleurs en cette période de fête. Période de fête, donc oblige, je vais vous parler d'abord de Saint-Nicolas et du Père Noël. Alors, je sais pour certains pays francophones qu'on ne fête pas forcément Saint-Nicolas. Voilà, Saint-Nicolas, moi je suis belge et donc en Belgique, on fête la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas a donné lieu d'ailleurs vraiment à la représentation du Père Noël. Donc Saint-Nicolas est un saint qui a existé réellement, donc il y a vraiment une existence, alors que le Père Noël, pas du tout. Euh, Saint-Nicolas, c'est le patron des écoliers chez nous. Voilà, c'est le patron des écoliers et il vient donner des cadeaux aux enfants, mais attention, pas n'importe lesquels, les enfants qui ont été sages et qui ont été attentifs à l'école, qui ont des bonnes notes. C'est l'idée de Saint-Nicolas. Et si ils n'ont pas été sages et s'ils n'ont pas bien appris à l'école, eh bien, il est accompagné de Père Fouettard, donc c'est un peu une forme de double un peu maléfique, sa partie ombre, Père Fouettard, qui lui vient donner des coups de fouet. Quand j'étais petit, on nous mettait en garde, pas mes parents, mais parce que j'avais quand même des parents qui étaient euh, soucieux, soucieux de la psychologie de leur enfant, mais à l'école, etc., voilà, ou d'autres personnes autour de moi, on pouvait entendre attention, si tu n'as pas été sage, Père Fouettard viendra. Alors il y a une petite chanson sur Saint-Nicolas qui dit bien que on doit être sage comme un petit mouton. Alors, c'est un peu perturbant parce que sage comme une image, d'ailleurs on le dit, ou sage comme un petit mouton, c'est un principe qui est difficile, qui est difficile à assumer. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, être sage comme un petit mouton, ça veut dire réellement rentrer dans les rangs, quoi. On fait ce que tout le monde fait. Bon, à l'école, ben, on fait les choses sans les remettre en question. Ce serait malvenu de remettre en question le savoir, par exemple, d'un professeur ou ses aptitudes pédagogiques. Bon, voilà. Pourtant, être un mouton, c'est ça. C'est exactement, c'est suivre le rang, dans le fond, et sans remettre en question. Donc, c'est quand même ce que préconise cette chanson, être sage comme un petit mouton ou être sage comme une image. Le problème, c'est que les images, bien souvent, sont en 2D. Il n'y a pas de relief, hein. Et tout le problème dans la vie, je vais reprendre une phrase de Carl Jung, qui est la suivante, c'est si vous voulez faire apparaître euh, un dessin en relief, il faut un mélange d'ombre et de lumière. Intéressant, c'est que l'intégration, vraiment le relief qu'on peut donner à ces personnalités, c'est en intégrant un principe d'ombre et de lumière. Alors pourquoi vous parlez de ça? Parce que dans le fond, Saint-Nicolas, il représente un archétype, une structure psychologique qui est surmoïque, c'est le surmoi. Le surmoi, si vous voulez, ou le précortex, c'est vraiment ça. Surmoi, c'est la morale, la censure, le bien, le mal. Vous voyez, il n'y a pas de nuance. On fait bien ou on fait mal, il n'y a pas de nuance. C'est le blanc ou le noir. Il représente ça, Saint-Nicolas. Et le problème du surmoi, le problème d'un surmoi beaucoup trop fort, c'est que bah, ça manque évidemment de nuances. Et donc ça n'invite pas à être harmonieux dans ces réflexions. Ça n'invite pas à tout ça. Il représente donc une forme de principe de réalité. Principe de réalité, c'est-à-dire que nous avons des impératifs. Nous devons bien apprendre à l'école. Nous devons classer les choses. Nous devons agir avec méthode. C'est un peu ce que va enseigner Saint-Nicolas. Et si on ne le fait pas, Père Fouettard viendra et là, attention à nous. L'image du Père Noël,
c'est une image presque opposée. Le Père Noël, lui, d'abord, il donne sans condition. C'est-à-dire que la générosité ici se fait sans condition. Le Père Noël, il donne des cadeaux à tout le monde, aux enfants qui ont été sages, mais aussi aux enfants qui n'ont pas forcément été sages, hein, parce que dans le fond, on demande pardon. Il y a aussi cette chanson du Père Noël, je te demande pardon, et je n'ai pas toujours été très sage, mais je t'en demande pardon. Il y a cette idée de demander pardon, et le Père Noël pardonne. Mais il va donner pas qu'aux écoliers, il va donner au grand-père, à la grand-mère, à toute la famille, dans le fond, même les animaux maintenant, ils ont leur petit cadeau de Noël. Donc le Père Noël, il apporte des cadeaux à tout le monde. L'esprit de Noël, c'est aussi un esprit de partage. L'esprit, on fait une trêve, si vous voulez. Voilà, on ne se bat pas à Noël. On espère que les guerres se stoppent à Noël. Il y a une forme de trêve qui a lieu. On pardonne, on partage, on mange ensemble. Et souvent, il y a un esprit très jupitérien. En astrologie, on parle de Jupiter. Voilà, c'est la planète qui est la plus en expansion. Donc une forme d'expansion, c'est très, voilà, c'est très gargantuesque. Il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de bons sentiments, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'embrassades, il y a beaucoup de cadeaux. Et c'est vraiment cet esprit de Noël. Et ça, c'est le principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est un principe où on aime se faire plaisir, on aime jouir, on aime ça. Et c'est tout à fait normal parce que dans la vie de tous les jours, il faut pouvoir se faire plaisir aussi. Alors, vous allez me dire, oui, mais si le principe de plaisir existe et qu'il est représenté par le Père Noël, et dans le fond, Saint-Nicolas représente plutôt un principe de réalité. Et si on n'écoute pas ce principe de réalité, on est puni. Comment tout ça, ça peut s'articuler? Comment on peut trouver l'équilibre? Je vous dirais, on va passer par un autre conte qui est le conte des trois petits cochons. Trois petits cochons que vous avez très certainement vu. Alors moi, je vais vous parler euh, de la version. Il y a la version Disney qui existe, et puis il y a la version non censurée qui, qui existe aussi. Donc c'est de celle-là dont je vais vous parler. Je fais très très rapidement, mais Maman Cochon a ses fils qui sont en âge de vivre seuls, donc voilà, ils peuvent vivre seuls, ils sont autonomes apparemment, mais elle les prévient quand même, si vous allez dans la forêt et que vous apprenez à vivre seul, faites tout de même attention aux grands méchants loups. Bon, ils sont prévenus, mais les trois petits cochons ont, même s'ils sont frères, ont des personnalités différentes. Alors le premier qui a vraiment envie de jouer, suivre les papillons, etc., et s'amuser dans la nature, oh, lui, sa maison, il va la construire très rapidement, voyez-vous. Il va prendre de la paille, il construit une forme de cabane, et puis c'est tout. Et il se dit, ben voilà, maintenant, maintenant que ça a été fait très rapidement, je peux aller jouer. Parce que ma préoccupation principale, c'est quoi? C'est de jouer, tout simplement. Et tout de suite, je ne veux pas postposer. C'est maintenant. Ok. Le deuxième, lui, il a envie de jouer de la musique, si mes souvenirs sont bons, mais voilà, il a envie de jouer de la musique, et il n'a pas trop envie de passer son temps à construire une maison. Voilà, donc lui, il va prendre du bois, il va clouer ses planches de bois et construire une cabane en bois. Et voilà, le tour est joué. Et donc, ok, il a passé peu de temps aussi à construire sa maison, un peu plus que son premier frère, mais enfin, pas beaucoup de temps, la maison n'est pas très très solide, et il va jouer de la musique, etc. Un peu d'ailleurs, comme on le retrouvera dans La cigale et la fourmi, la cigale passe son temps à jouer de la musique, et la fourmi, elle est plutôt travailleuse, et pas prêteuse. Et donc on retrouve aussi cette idée. Il y a le troisième qui, lui, il prend des briques, il construit un mur en dur, hein, il fait son ciment, etc. Il crée les fondations de sa maison, et là, il a vraiment une structure extrêmement forte, extrêmement puissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en psychologie, les 4 murs de votre maison représentent aussi les 4 murs, les murs de votre psyché et votre identité. Votre identité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que beaucoup de maisons hantées, hein, comme on le dit, c'est une métaphore de ce qui nous hante à l'intérieur de nous, ce qui est à l'intérieur de notre tête. Donc les 4 murs de la maison, si j'ai une maison en paille, vous comprenez bien que l'assise identitaire n'est pas forte.
Donc quand le grand méchant loup arrive, il souffle. Grand méchant loup, il représente, voilà, il peut représenter un prédateur, comme il peut représenter un coup du sort, vous voyez. C'est quelqu'un qui intervient et qui est fait pour ébranler la structure. Il souffle et on n'a plus de maison. Et il va dévorer le petit cochon. Premier petit cochon. Le deuxième, même chose, alors que dans la version Disney, le premier va évidemment chez son frère pour se protéger, et ainsi de suite. Le deuxième, il a construit une maison un peu plus solide, mais enfin ça reste du bois. Le grand méchant loup va souffler sur la maison et la maison s'envole, tout simplement. Même chose, l'identité n'est pas très très forte. Hein, parce que le principe de plaisir chez les deux premiers régnait et pas le principe de réalité. Par contre, le troisième, qui lui a pris du temps, il était méthodique, il était structuré, il était bon élève dans le fond. Le but étant, c'est après de pouvoir faire ce qu'il voulait, donc de se réconcilier avec le principe de plaisir. Eh bien, lui, lorsque le grand méchant loup viendra à sa porte, il aura beau s'évertuer à souffler, rien n'y fait, rien n'y fera, pardon, et là, sa maison restera bien stable. Et donc l'identité reste bien stable. Pourquoi? Parce que il y a ce principe très structurant, ce principe de réalité. Le grand méchant loup montera par, par la cheminée, et descendra, pardon, par la cheminée, et l'autre petit cochon fait preuve en plus d'anticipation et de stratégie, donc il avait prévu une marmite d'eau bouillante dans laquelle le méchant loup tombera, et il finira par manger, déguster le méchant loup. Et donc, dans le conte réel, il réintègre en fait ces deux autres frères, il va les ingérer, et donc là, c'est l'ingestion non seulement du principe de plaisir, c'est le principe de réalité qui ingère aussi le principe de plaisir, et donc il y a l'intégration des deux. Hein. Donc on a toujours une structure de 3. Vous pouvez remarquer que la structure de 3 revient souvent dans les contes, j'en ai parlé dans Harry Potter, etc. Système de 3. Et donc, ici, il y a une intégration. Alors, on va me dire, oui, mais dans la vie de tous les jours, comment ça se manifeste ça? Très très simple. Par exemple, si je me dis, mais tiens, moi j'ai envie d'avoir cet objet, peu importe. Mais il coûte cher cet objet. Mais je veux l'avoir tout de suite parce que moi je veux jouir tout de suite directement de cet objet parce que ça me fait du bien et je veux ça. Ou je veux manger ça. Ok? Voilà, peu importe. Mais imaginons que dans le cas de l'objet, je n'ai pas assez d'argent pour me le payer. Ou si je mets une certaine somme, je ne peux plus assurer, par exemple, euh, euh, je ne peux plus payer mes factures. Vous voyez, je ne peux plus manger correctement. Je ne peux plus assumer les choses de la vie quotidienne parce que je veux absolument cet objet. Et donc, je me crée des dettes. Je prends un exemple, certaines personnes s'endettent pour partir en vacances. Alors, partir en vacances, ça fait du bien, évidemment. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'endetter pour autant et peut-être de se retrouver avec des huissiers? Eh bien, certaines personnes vont opter pour l'endettement. Évidemment, tout ça va s'enchaîner et à un moment donné, ça crée le problème. On est esclave en fait de ces pulsions qu'on cherche absolument à assouvir directement, sans structure, sans hiérarchisation des priorités. Et là, ça nous amène tout droit à un chaos. Donc, cette idée, elle est très bien développée dans ces contes. Je prends vite encore un autre petit conte qui est intéressant là-dessus, c'est l'histoire de Pinocchio. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur Pinocchio, mais dans le fond, Pinocchio, c'est un pantin de bois. Ce n'est pas encore un véritable petit enfant. Et donc, dans la première structure, dans le premier, la première épreuve, finalement, de Pinocchio, Geppetto lui demande d'aller à l'école parce que c'est comme ça. Donc, vous voyez, c'est par la structuration, par la méthode, etc., qu'on devient un véritable petit garçon. Mais il va se laisser influencer. Il va écouter deux voyous qui lui diront, bah écoute, non, va danser dans un cirque, etc. Et puis tu vas voir, tu vas gagner de l'argent, tu vas être une star et pas besoin de travailler. Et donc c'est ce qu'il va faire. Évidemment, ça va lui amener des problèmes. Et Jiminy Cricket va le sauver de ça, de ce mauvais pas. Une première fois. La deuxième fois, bah, même chose, il voudrait pas, il se dirige vers l'école, mais enfin, il se laisse corrompre et
on lui parle d'un parc d'attractions où les enfants sont rois et on peut faire ce qu'on veut, etc. Et donc on peut manger des glaces quand on veut, on peut manger de la barbe à papa quand on veut, on peut monter sur n'importe quel style d'attraction et faire exactement ce qu'on veut. Il n'y a plus de structure, l'enfant est roi. Conclusion, le reptilien et le limbique, voilà, s'expriment, mais il n'y a plus de cortex qui vient régir tout ça. Et le problème, c'est que si vous êtes uniquement des reptiliens et des limbiques sur pattes, bah, vous êtes comme les animaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les transforme en âne. Et donc Pinocchio se retrouvera aussi transformé en âne, ce qui va lui faire peur, parce que l'âne, bah, ok, il est dédié dans le dessin animé à aller dans les mines de sel et à tirer des chariots, tout simplement, parce qu'il n'est bon qu'à ça finalement. Et donc, heureusement, encore une fois, je passe toutes les aventures de Pinocchio, mais à un moment donné, il se rendra compte de ça, il décide de ne plus mentir, il décidera d'aller à l'école, il va décider de se reprendre, et c'est seulement à ce moment-là que la fée bleue va lui permettre de devenir un véritable petit garçon. Pourquoi il n'est plus un pantin, esclave de ses propres pulsions. Il est capable de postposer certaines choses, il est capable de travailler sur lui-même pour s'améliorer. Et donc, cette idée de s'améliorer, de prendre du bois et de le transformer en une autre matière qui est plus organique, c'est vraiment un système d'évolution, comme transformer le plomb en or, pour ceux qui ont regardé les vidéos sur Harry Potter et finalement la pierre philosophale. Voilà l'intégration du principe de réalité et de plaisir. Tout ça pour vous dire que les contes nous parlent de tout ça, nous aident justement à apprendre, à intégrer ça. Et là, je vais juste conclure là-dessus. Le principe de plaisir est très utile. Moi, dans la vie de tous les jours, voilà, je suis obligé de gérer ma condition humaine, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me frustrent, bien sûr. Et parfois, j'ai besoin de faire une touche rappel, voilà, de plaisir, manger quelque chose qui me plaît, m'acheter quelque chose qui me plaît, faire quelque chose qui me plaît, là, dans l'immédiat, parce que j'ai besoin d'atténuer les tensions. Maintenant, si je passe mon temps à être esclave de ça, sans jamais structurer, sans jamais être dans un principe de réalité, si je passe mon temps à essayer de me faire plaisir, mais que je ne pense pas aux conséquences, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis en train de fuir la réalité, de fuir mes responsabilités. Et donc, mon signal alerte doit se mettre en route et me dire attention, tu dois revenir à un principe de réalité absolument parce que c'est l'équilibre entre les deux. Maintenant, si je suis trop dans un principe de réalité, c'est-à-dire trop surmoïque, trop dur, trop rigide, où je ne me permets rien, évidemment, ça va m'amener une forme de sécheresse affective, je serai plus aigri, j'aurai une tendance à voir la vie de manière manichéenne et pas de manière subtile. Donc en blanc ou en noir, mais pas en tout cas de manière subtile. C'est donc l'équilibre subtil entre les deux qu'il faut trouver. Parfois des situations nous permettent et tendent vers le principe de plaisir, et parfois des situations exigent chez nous le principe de réalité. Voilà, j'espère que vous allez intégrer, et que vous avez de toute façon, j'en suis sûr, intégré déjà ces deux notions, mais c'était une petite touche rappel là-dessus, vous dire, ben voilà, de temps à autre, pensez simplement à mettre des mots sur les concepts, ça vous aidera peut-être à mieux stratégiser certaines choses dans votre vie. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, salut.